Bonjour, bienvenue dans ma 5e vidéo. Je m'appelle Michel et cette vidéo que j'ai intitulée Justice suisse, incohérence et irrégularité, partie 5, est la suite des précédentes vidéos, en particulier la vidéo partie 3. La vidéo partie 4 parle plus précisément de mes initiatives au pénal, tandis que les autres vidéos de mes initiatives dans la partie civile. Et celle-ci est la suite de la vidéo 3. Pour résumer la situation, cela fait maintenant 10 ans que je suis en procédure pénale et civile avec mon ex, après qu'elle ait été appréhendée par la police pour une utilisation frauduleuse de carte de crédit et qu'elle a fait changer les serrures de la maison conjugale en m'interdisant d'y pénétrer. J'avais mis 10 ans à restaurer cette maison et j'en ai fait un joli petit palais. Et c'est le moment précis où j'ai terminé cette restauration qu'elle a choisi de me mettre à la porte et de demander la séparation. J'en ai fait part au tribunal civil lorsque j'ai été convoqué et je lui ai demandé de pouvoir récupérer la maison. Mais ce dernier a décidé de mettre la maison conjugale à disposition de madame et de mes fils. J'avais aussi demandé à ce tribunal de pouvoir récupérer mes affaires personnelles, telles que mes vêtements, mes chaussures, et quelques objets sans trop de valeur dont j'étais attaché. Mon ex refusa et la présidente du tribunal me dira qu'il faudra attendre le moment du partage des biens matrimoniaux afin de pouvoir en disposer. Sachant que j'allais me faire déposséder par mes 2 beaux-fils, 2 enfants que mon ex a eus lors d'un précédent mariage, je demandais lors de la première séance de ce tribunal aussi qu'un inventaire de mes biens soit effectué. Mon ex refusa d'établir cet inventaire et la présidente du tribunal inscrira simplement dans le procès-verbal que les parties s'engagent à ne pas altérer les biens acquis durant le mariage. Une mesure que j'estimais nettement insuffisante pour pouvoir me protéger de la disparition de mes biens. J'ai donc fait un appel à un avocat qui procédera pendant plus de 2 ans pour enfin obtenir un mandat de la part du tribunal qui me permettra d'établir cet inventaire en juillet 2018. Il sera mis en évidence lors de cet inventaire qu'il manquera une valeur de plus de 200 000 francs sur les biens que j'avais laissés dans ma maison. J'en fis part au notaire dans le cadre du partage des biens matrimoniaux et je portai plainte aussi auprès du ministère public. Ce dernier prononcera une ordonnance de classement en considérant que cela ne regardait pas le pénal, mais que cela devait être réglé dans le cadre du partage des biens matrimoniaux dans la procédure civile. Je n'ai donc référé auprès du tribunal civil en accusant la partie adverse d'escroquerie. Celle-ci ne tiendra pas compte et ignorera totalement mon courrier. L'avocat de la partie adverse, par contre, fera porter plainte à ma famille et je serai condamné par le ministère public ainsi que par un tribunal de police pour atteinte à leur honneur. Vous avez un enregistrement de cette séance dans ma précédente vidéo intitulée numéro 3, partie 3, dans laquelle vous entendrez mes fils et mes beaux-fils m'accuser de choses qui avaient déjà été démenties bien des années auparavant. Entre-temps, la maison conjugale a trouvé acquéreur et j'ai demandé au tribunal de pouvoir récupérer mes affaires, selon l'inventaire qui a été établi en 2018, en présence d'un notaire. La présidente du tribunal civil acceptera ma requête au plus grand mécontentement de la partie adverse, qui tout d'abord essayera de trouver un arrangement auprès de mon avocat afin que je puisse récupérer mes affaires sans la présence d'un notaire. Et mon avocat refusa la proposition d'arrangement de Maître Vaucher, l'avocat de la partie adverse. Ce dernier fera un courrier en date du 16 juin 2025 à la présidente du tribunal civil en m'accusant à nouveau de toutes sortes de calomnies et en demandant que mes propositions soient rejetées. La présidente me convoquera en séance en date du 25 juin 2025 et elle ignorera les propos tenus par Maître Vaucher dans son courrier. Vous avez déjà pu observer tous les documents qui soutiennent mes propos dans ma précédente vidéo, donc la partie 3 que je viens de citer. Je vais maintenant poursuivre avec cette vidéo que j'ai intitulée partie 5, avec la suite de mon histoire. Comme je viens donc de l'indiquer, la présidente du tribunal civil acceptera qu'un constat de mes biens soit effectué au domicile conjugal et que je pourrai récupérer mes valeurs. Il sera aussi à noter dans le procès verbal que je ne m'opposerai pas
à la signature du contrat de vente de la maison. Je vous en fais part de quelques extraits. Parties conviennent d'accepter l'offre formulée par l'agence immobilière de construction à hauteur de 1 150 000 francs s'agissant de l'immeuble 6 Grange Prémarnant. Parties s'engagent à faire le nécessaire pour que le processus de vente aboutisse. Parties conviennent également qu'un constat soit fait par le notaire au domicile conjugal, à charge pour elle de déterminer si les objets figurant dans la liste des objets figurant en annexe du présent procès-verbal existent toujours. Les frais relatifs seront pris en charge par M. Michel, étant précisé que les parties pourront assister tous les deux à ce constat. Dès que ce constat est établi, la notaire le transmettra aux deux intéressés directement. Madame, mon ex, aura ensuite 15 jours pour dire si elle conteste que certains de ces objets soient restitués à M. Michel. Passé ce délai, et après que les parties conviennent par l'intermédiaire de leur conseil, Michel sera autorisé à venir récupérer les objets à une date à fixer d'entente. Et c'est signé donc moi-même, mon ex, l'interprète. Nous sommes donc le 27 juin lorsque ces décisions ont été prises. Mon avocat me fera savoir qu'il ne s'occupera pas de mes affaires pénales. Je me chargeai donc d'écrire à la notaire qui a été mentionnée dans le procès-verbal après les vacances d'été, afin de lui demander si elle était d'accord de remplir ce constat. Je me mis en charge aussi de trouver un nouvel avocat pour me représenter au pénal, ce que je pus concrétiser en début septembre. L'agence immobilière écrivit à mon avocat pour savoir si elle pouvait entreprendre les démarches auprès du notaire afin de signer le contrat de vente de la maison. Mon avocat lui répondit qu'il n'était pas en charge de la vente de la maison et qu'il ne s'occupait pas de mes affaires pénales. J'écrivis donc moi-même à l'agence immobilière en l'informant que selon le procès-verbal qui a été émis le 27 juin 2025, je devais effectuer un constat de mes biens de valeur à la maison conjugale avant le processus de la vente. Je précisais aussi que je ne signerais pas de contrat de vente tant que ce constat n'aurait pas été fait. Ceci provoqua l'ire de maître David Vaucher, l'avocat de la partie adverse, qui m'accusera de toutes sortes de maux devant le tribunal et demandera que la maison soit vendue sans qu'ils aient besoin de ma signature. Il contestera aussi la décision de ce tribunal dans son courrier, dont je vous fais part ici de quelques extraits. Alors, dans ce courrier que maître Vaucher appellera mémoire de faits nouveaux et requête d'exécution, il citera mon courrier que j'ai envoyé à l'agence immobilière chargée de la vente de la maison, lorsque je leur ai dit qu'au vu de l'opposition farouche de mon ex, en début de procédure concernant l'établissement d'un premier inventaire, je ne signerai aucun contrat de vente tant que madame n'aura pas fait elle-même les démarches auprès du notaire. Je vous rappelle qu'il a fallu 2 ans de procédure pour pouvoir établir cet inventaire et je ne voulais pas encore attendre 2 ans pour qu'un constat de l'absence de mes biens soit effectué au domicile conjugal. Donc j'ai eu dans l'idée tout d'abord de demander que ce soit la partie adverse qui contacte elle-même le notaire. Je laisse le soin à mon ex ou à son avocat de me contacter lorsque le rendez-vous sera pris. Le contrat de vente sera signé aussitôt que cet inventaire sera effectué. Voilà, je précise bien que je ne suis pas contre la signature du contrat. Monsieur Michel menace donc madame de faire échouer le processus de vente de l'immeuble des parties d'une manière illicite car contraire aux transactions judiciaires passées entre ces dernières et dommageable. Plainte a été déposée à l'encontre de Michel en raison de ces faits. Le ministère public entend rendre une ordonnance pénale à l'encontre de Michel. Madame n'aurait pas accepté la réalisation de nouvel inventaire si M. Michel n'avait pas insisté plus que de raison à ce propos, de sorte à en faire dépendre son accord quant aux conventions passées à l'occasion de cette audience, patati patata, en particulier en s'agissant de la vente de l'immeuble des parties. Et puis là, il conteste la décision du tribunal en disant qu'un tel inventaire n'aurait de toute évidence pas été ordonné par le tribunal de Sion, qui avait déjà rendu son ordonnance de preuve. Alors, ensuite, M. Michel a été invité à retirer ses propos d'ici au 21 août 2025 à midi. Il ne s'est toutefois jamais exécuté, de sorte qu'il a lieu de considérer qu'il maintient son positionnement. Madame n'est pas disposée à céder à un tel chantage.
Alors, voilà, maintenant, il s'agit d'un chantage. Dès lors, la vente de l'immeuble est compromise, faute de disposition de M. Michel a accepté l'offre de B5 Real Estate. C'est inexact puisque j'ai accepté la signature de contrat à condition que le constat soit fait avant que le nouveau propriétaire puisse disposer des lieux et de la maison ainsi que de son contenu. Alors là, je passe directement ensuite aux conclusions. Autoriser madame à disposer et aliéner l'immeuble 6, donc Grange-Marmont, parcelle 202 du registre foncier, et de signer toute promesse de vente et contrat de vente immobilière consécutive à l'offre faite au nom du client qui souhaite devenir propriétaire, et au besoin de lui attribuer le dit bien immobilier. Dire que l'injonction qui précède est assortie de la menace prévue au sens de l'article 292 qui réprime celui qui ne sera pas conformé à une décision de l'autorité. Dire qu'à défaut de respect de l'injonction figurant qui précède, il sera ordonné la vente forcée de l'immeuble. Dire que les éventuels dommages consécutifs au non-respect par M. Michel des conventions passantes et parties, s'agissant du bien immobilier, seront dus par ce dernier. Condamner M. Michel aux frais et dépens de la présente cause. Vous avez ensuite la réponse du ministère public à la plainte déposée par M. David Rocher, avocat, qui mentionne donc un avis de prochaine clôture, en communiquant que l'instruction pénale dirigée contre M. Michel apparaît complète et qu'elle entend rendre les décisions suivantes. Ordonnance pénale pour tentative de contrainte. Voilà donc, nouvelle attaque psychique, n'est-ce pas, qui a été retransmise au tribunal civil ainsi qu'au ministère public. Maître Vaucher fera ensuite à nouveau porter plainte à ma famille auprès du ministère public en m'accusant de soumettre mon ex à des contraintes injustifiées. J'en fis part à mon nouvel avocat qui me représente au pénal et ce dernier me conseilla vivement de signer ce contrat en précisant que les délais pour l'exécution de cette vente seront amplement suffisants pour effectuer un constat au préalable. Il m'assura aussi qu'il s'était arrangé avec Maître Vaucher pour que ce constat soit effectué avant la signature du contrat de vente. J'écrivis donc de nouveau à l'agence immobilière pour l'informer que j'étais d'accord de signer ce contrat de vente suite à l'arrangement intervenu entre les avocats. Celui-ci se chargea de prendre un rendez-vous auprès du notaire qui sera agendé pour le 25 novembre 2025. Entre-temps, le notaire m'enverra un projet de contrat que je lis attentivement. Or, il sera mentionné dans ce nouveau contrat, au chiffre 4.1, que le nouveau propriétaire pourra directement disposer de la maison après la signature de ce contrat. Il restait 3 semaines, donc du moment où j'ai reçu ce projet de contrat jusqu'au rendez-vous pour la signature, et je doutais que durant ce délai, un constat ait pu être effectué à la maison. J'écrivis donc au notaire en lui expliquant la situation. J'envoyai donc au notaire un document qui attestait que Maître Vaucher avait accepté d'effectuer ce constat au domicile conjugal avant la signature du contrat de vente de la maison. J'écrivis aussi, je me lis, « Vous comprendrez certainement que je ne puis autoriser l'accès au domicile conjugal à une tierce personne sans avoir effectué au préalable ce constat et enlevé le mobilier que je réclame. Cette dernière pourrait être accusée d'avoir aliéné les objets de valeur que j'ai réclamés dans l'audience du tribunal civil et ne fera que compliquer davantage la vente de l'immeuble. Le fait qu'une tierce personne y ait ainsi accès pourrait de même prétériter la procédure pénale en cours qui m'oppose à Maître David Vaucher. » J'envoyai donc aussi au notaire un extrait des engagements qui ont été pris auprès de la séance du tribunal le 27 juin 2025. Entre-temps, mon nouvel avocat qui me représente au pénal a écrit aussi au notaire qui a été mentionné dans ce procès-verbal afin d'insister sur l'exécution de ce constat dans les plus brefs délais. Le notaire lui répondra qu'elle était trop occupée pour faire ce constat. Elle s'est donc désistée. J'ai demandé dans ce même courrier que j'ai envoyé au notaire chargé de la vente de la maison s'il était d'accord de remplacer le précédent notaire afin d'établir ce constat. Lorsque Maître Vaucher envoya son courrier au tribunal civil dans lequel il dénonce mon attitude vis-à-vis de la signature de ce contrat de vente et dans lequel il s'oppose aussi à l'exécution de ce constat, il écrivit aussi à mon avocat
dans une lettre dans laquelle il informe qu'il m'a mis en poursuite pour non-paiement d'allocation qui n'aurait pas été versé avant 2023, soit avant qu'il prenne en charge la défense de mon ex. Ces allocations ont toujours été versées conformément à la décision du tribunal, preuve qu'il ne s'agit que d'une nouvelle attaque psychique à mon encontre. Il me demandera aussi le paiement d'allocations que j'aurais dû verser entre août et décembre 2022 et qui selon lui n'auraient pas été payées. Or, vous vous rappelez que ces allocations ont bel et bien été payées. On en a parlé dans la précédente vidéo lorsqu'on avait parlé d'un quiproquo. Ces allocations ont été versées tardivement par le fait que je n'ai pas reçu d'attestation de formation de la part de mes fils. Ceux-ci ayant subi échec sur échec dans leur formation professionnelle, ils n'ont pas voulu m'en faire part et j'ai reçu tardivement le fait qu'ils étaient toujours aux études, alors qu'ils auraient dû déjà les avoir terminées. Suite à ce retard de paiement, Maître Rocher avait demandé au tribunal une mise en demeure que ce dernier a immédiatement mise en œuvre. Vous vous rappelez que sans m'avoir consulté, il a annoncé à mon employeur une saisie de mon salaire correspondant à l'allocation de formation de mes fils. Or, j'ai réussi à démontrer, donc dans la séance qui a suivi le 8 février 2023, que je n'avais pas reçu d'attestation de formation de la part de mes fils. La présidente en a exprimé ses regrets, mais pour éviter des complications, dit-elle, elle va maintenir sa mise en demeure jusqu'en juin, date à laquelle le dernier de mes fils devait avoir terminé ses études. Je vous fais part ici de quelques extraits de cette séance que j'ai enregistrés. Vous allez voir que c'est pas triste. Les mesures provisionnelles. Maître Hamon, deuxième fois de En fait, il y a probablement eu une incompréhension et quelqu'un est responsable de cette situation, mais c'est personne autour des tables. Il se passe la chose suivante. Maître Rocher m'a adressé mi-septembre, j'ai fait la photo, voilà, par email uniquement les attestations de formation des enfants. Son email, comme tant d'autres, finissent dans mes courriers indésirables. Comme à peu près tous les IFAX qu'on reçoit du tribunal, pardon. Moi, je le vois évidemment pas. Il me radresse derrière un courrier en m'impartissant un délai 3 jours pour dire c'est pas payé. À ce moment-là, je vais chercher, je les trouve, je les envoie à monsieur qui fait les démarches et monsieur vient de recevoir les 400 francs, 600 francs, je sais pas quoi, qui doivent être payés. Ça a été reçu, alors je vais vous dire très exactement. Étant précisé que le reste a toujours été payé, c'est que pour les allocations. Oui, alors j'ai vu, mais à un moment donné. Voilà. Alors, bon, chez nous, ils n'ont pas été exemptés de poche, qu'ils ont payé. Alors pour lui c'était un peu brutal parce qu'il se disait mais j'ai tout fait, enfin voilà, bref ça arrive, c'est comme ça. Il a reçu le 25 janvier 2024 avec effet rétroactif les allocations pour enfants et allocations de formation de septembre, octobre, novembre et décembre. Septembre, octobre, novembre, décembre. Qu'il a... 800. En fait c'est 440. Ouais. Voilà. 440 fois 2 440 fois 4 du coup. Non, 4, pourquoi? Non, c'est 400 par personne. Ah, c'est 400 par personne. Voilà, j'ai reçu un supplément pour mon fils actuel. Ah, vous avez reçu pour votre fils actuel, excusez-moi. 40 francs, c'est ce que je touche pour mon fils. D'accord. Et puis, la vie débiteur, il a été exécuté. La ligne débiteur a été exécutée. Donc janvier, ils ont pris ce qui... Oui, Madame me l'a confirmé, ça. Donc, c'est arrivé. Une d'accord. fois un versement de 400, Donc, deux versements de 400 francs, du coup, alors. Vous avez Ouais, deux versements de 400 francs et puis un versement de 2300 francs. Deux versements de 400 francs et un de 2300 francs. Ok. Bon, le 2003, il était payé, c'était surtout l'allocation familiale, mais moi j'ai fait du all-inclusive parce que j'avais pas envie de faire ça contre l'ordonnance. Si monsieur a reçu cet argent, évidemment... Il l'a versé? Il a déjà versé. Alors, il l'a reçu le 25 janvier 2024. Moi, j'apprends ça aujourd'hui, pour être très clair. Un expose qu'il y a eu, on va mettre un gros couac indépendant des partis, on va mettre ça comme ça, concernant les allocations familiales. De septembre à décembre, point. Elles ont été... Monsieur les a finalement touchées au mois de janvier 2024, 4 mois. Oui. Pour les mois de septembre à décembre. Monsieur indique les avoir d'ores et déjà versés à madame.
Juste, pas juste, c'était con. Oui, alors madame a reçu effectivement un montant de 4 000 francs, mais j'ai pas la date par contre de réception. 4, 8, 1, 2, 3, 4, mais c'est 800 Par contre, du fois coup, il n'y a pas 4. le mois de décembre. Non, mais 800 fois Non, 4. rien. C'est avant des 2 jours. 2 jours. 800 fois 4, ça fait pas 4000. Mardi. C'est mardi. Puis Ouais, c'est 4 000 qu'elle a reçu. Oui, mais 800 fois 4, ça fait pas 4000. Donc moi, je suis. Mais c'est 4000. peut-être encore pour le mois de février, puis ça se paye d'avance. Vous avez payé ça fin janvier, monsieur? Non, j'ai constaté que le mois d'août n'a pas été versé non plus. Ah, le mois d'août n'était pas non vous plus avez- versé. Voilà, On est à j'ai jour versé au niveau le des mois. allocs. En fait, ça fait 5 mois. D'accord. D'accord. Alors, indique avoir à la requérante, de même que celle du mois d'août 2023. Madame, vous confirmez avoir reçu 4000 francs de monsieur. Oui, c'est mardi. C'est mardi. C'est mardi. Oui, c'est Oh, ça. parce qu'on est on est pas très loin dans le mois. Ouais. Madame confirme avoir reçu. Confirme avoir reçu on mardi c'était le 6. Ok, le 6. Ok, donc ça c'est le sujet. Puis janvier ça a été prélevé. Oui, Finalement, c'est janvier que c'est le patron D'accord. qui vient. s'agissant de janvier, Oui. partie s'accorde sur le fait que cela a été versé par l'employeur. Maintenant la question c'est qu'est-ce qu'on fait pour la suite étant revenu que le 2003 était payé. Oui, c'était des allocations familiales. Pour mon sang, on n'a fait qu'un tour. Je ne vous cache pas que j'ai vu ça. Maintenant, je comprends mieux. Puis c'est à nouveau, je me suis dit non, mais quand même, on en est encore là. Mais non, on n'en est pas encore là, donc ça me rassure. Après, au niveau des conditions sur cet avis-là au débiteur, j'ai ordonné suffisamment vite, même s'ils ont mis un petit peu de temps avant d'exécuter, parce qu'ils ont dit l'employeur. La dernière fois, c'était... Moi, je ne suis pas pour la tutelle de l'employeur sur le paiement des pensions. Je ne vous cache pas que, surtout quand on a des partis comme vous, alors après le but, c'est pas de refaire une procédure après la procédure, mais comme vous êtes tous en contact, et vous n'avez pas fini d'être en contact ces prochaines semaines, j'ai bon espoir que ça marche quand même. Ou alors, J'espère, mais... monsieur, peut-être que vous préférez, moi j'en sais rien, hein, ça évite les quiproquos, que tout soit directement versé depuis, ça vous arrange que ça soit fait comme ça, et puis voilà. Économiquement, c'est une opération neutre, c'est ce qu'il me disait. Puis il me dit par contre, ah, c'est encore une victoire de madame, j'en peux plus. C'est plutôt de l'émotionnel, hein, c'est pas. Voilà, Non, c'est pas une victoire. Alors, Non, mais c'est comme ça qu'il le prend. Ouais. Moi, je ne le prendrai pas comme ça, c'est juste qu'au moins, il n'y a pas de problème. C'est juste ça. Vu l'ensemble des quiproquos, puis alors les boîtes mail, les spams, je suis la première, puis vous savez, entre nous qui. Voilà. Ben voilà. Moi, d'un côté, ce qui est en place, si ça a fonctionné, je me dis, ben c'est un peu bête de l'enlever maintenant, surtout que ça va pas appelé à durer 100 000 ans. Par contre, il faut qu'on soit très clair sur une chose, c'est que cet été que votre fils il termine au mois de juin, c'est ça la formation, les examens. Ouais, qu'à partir du mois de juin, on peut déjà prévoir finalement qu'il y a pour autant qu'ils réussissent, que la vie au débiteur doit être. Il n'y a plus qu'une allocation familiale en fait, il n'y en aura plus deux. Oui. Alors, ma mandante, elle a entendu les explications qui sont données. Maintenant, c'est clair qu'il s'est passé du temps entre cet email et maintenant. On n'a pas de nouvelles non plus de notre côté. Ce qui fait que peut-être qu'il y avait un quiproquo. Hein. J'attends un peu de voir les pièces de mon confrère. Mais ma mandante souhaite quand même continuer avec la vie au débiteur parce qu'elle n'a pas envie de ressaisir. Alors, on le met jusqu'au mois de juin. Comme vous l'avez entendu, on a parlé d'un grand couac, on va parler encore de quiproquo. Madame va confirmer qu'elle a reçu le paiement des allocations tardivement, par le fait que je n'ai reçu que des attestations d'études tout aussi tardivement, mais elle les a reçues. Alors on va penser que l'histoire va se terminer là, que la mise en demeure, c'est-à-dire la plainte de la partie adverse, va être suspendue. Eh bien non, elle va poser la question à la partie adverse et l'avocat de madame, maître Gaucher, va dire « ma mandante préfère garder cette mise en demeure » et la présidente va dire « eh bien nous allons la maintenir jusqu'au mois de juin ». Décision qui a été prise sans tenir compte de mon avis, bien évidemment. Comme vous l'avez entendu, il est question ici de débattre sur le fait est-ce qu'on va conserver cette mise en demeure telle qu'elle est actuellement, c'est-à-dire une saisie sur mon salaire, non seulement des allocations de mes fils, mais aussi la pension alimentaire de madame, comme ça a été déjà le cas au mois de janvier. Je rappelle que cette mise en demeure a été immédiatement mise en œuvre au mois de décembre, sans même que j'ai été consulté. J'étais évidemment contre le fait de cette saisie de salaire,
Mais vous entendrez mon avocat dire que d'un point de vue logique, ça ne changerait pas grand-chose à la situation, donc c'est une décision neutre. Mais il soulignera aussi que pour moi, c'est une victoire supplémentaire qui sera attribuée à la partie adverse. Et la présidente réagira, dira non, 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 il ne faut pas la prendre comme ça. Du coup, la présidente va maintenir cette mise en demeure, quoiqu'elle ne soit pas justifiée, et vous allez m'entendre protester auprès de mon avocat. En fait, on ne m'entend pas très bien parce qu'il y a plusieurs personnes qui parlent en même temps, donc il y a la présidente qui va dicter son procès verbal, et moi qui vais dire à mon avocat, mais j'ai déjà été mise en demeure il y a 2 ans en arrière, avec exactement la même situation, mes fils ne m'ayant pas donné d'attestation à cause de leur échec scolaire, et maintenant on a recommencé. J'avais peur qu'ils recommencent avec la même attitude vis-à-vis des autres objets, vis-à-vis des autres cas qui seront traités par ce tribunal. Donc ils verseront encore en juin jusqu'à fin juin, c'est maintenu tel quel, et à partir du 1er juillet, il est maintenu avec la modification que les allocations familiales, c'est à hauteur de 400 francs. Aujourd'hui, donc, il y a un versement direct de l'employeur vers madame pour ses allocations. Jusqu'au mois de juin. Et c'est que jusqu'au mois de juin, parce que si on arrête et que ça recommence, on refait des allers-retours, la procédure. Donc, dans 6 mois, c'est terminé, on pas 5 mois. C'est pas la première fois en tournant, on a passé toujours au mois de juin, plutôt au mois d'août, septembre, lorsque l'employeur nous coupe les allocations, qu'on ne paye plus les versements. Ça a déjà été le cas il y a 2 ans, et on a déjà mis les choses au point au mois de février l'année Ce que je veux passée, dire, c'est et que... on recommence avec la même histoire. Alors, vous avez parfaitement raison. Si on ne trouve pas l'accord, on doit attendre une décision qui va arriver au mois de juin, puis qui, dans l'intervalle, ne va pas résoudre le problème. Donc, il vaut mieux trouver une solution sur cette question. Une question qu'on fait, Pour les allocations familiales qui est saisie, c'est pas saisie, mais enfin, ce qui fait l'objet de la liste, c'est des allocations de formation. C'est libellé quoi? C'est libellé 400, bien c'est libellé... 400, moi j'ai mis 800. Ah ouais, donc c'est en fait une saisie de salaire, c'est ça. C'est un avis au débiteur, mais c'est une saisie de salaire. Comme vous l'avez clairement entendu, hein, on parle d'un avis au débiteur, mais il s'agit clairement d'une saisie de salaire. Cependant, comme vous avez aussi entendu la présidente, cette mise en demeure sera maintenue jusqu'en juin 2024. Donc nous sommes le 8 février 2024. Pour une saisie de 6 mois sur mon salaire, je n'allais pas faire un drame là-dessus. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Voici en fait le procès verbal qu'on m'a fait signer et de la tournure dont les choses ont été écrites au dernier paragraphe de ce procès verbal. Voilà, concernant le procès verbal du 8 février 2024, je vous lis tout d'abord les derniers paragraphes qui ont été rajoutés concernant l'avis au débiteur. Point 1. Les parties concernent de maintenir l'avis au débiteur jusqu'au 30 juin 2024 dans sa teneur du 29 décembre 2023. Dès le 1er juillet 2024, il sera modifié en ce sens que ce sera la somme de 2300 francs qui sera prélevée ainsi que 400 francs pour les allocations familiales relatives à mon plus jeune fils. En effet, d'après les informations figurant au dossier, mon plus grand fils aura terminé sa formation le 30 juin 2024, de sorte qu'il n'aura plus de grosses allocations de formation. L'employeur de Michel sera informé, ce qui précède par l'envoi du tribunal. Vu ce qu'il précède, l'avis au débiteur du 7 décembre 2023 est maintenu tel quel jusqu'au 30 juin 2024. Alors, c'est ce qui avait été discuté dans la séance, n'est-ce pas? On maintient l'avis de débiteur jusqu'à ce que mes fils aient terminé la formation jusqu'au 30 juin 2024. Mais elle continue avec un autre paragraphe, point B. Dès le 1er juillet 2024, il sera modifié comme suit. Ordre est donné à tout employeur de Michel, en l'état les chemins de fer fédéraux suisses, respectivement à toute caisse ou organisme lui versant des indemnités, rentes, salaires ou allocations, de prélever chaque mois sur le salaire de celui-ci la somme de 2300 francs. Allocation de formation éventuelle en faveur de mon plus jeune fils, à hauteur de 400 francs. Et de les verser directement en main de mon ex sur son compte bancaire auprès de la banque cantonale vaudoise. Voilà, il a pourtant clairement été mis en évidence dans cette séance que les 2300 francs de pension alimentaire alloués à mon ex ont toujours été payés. Je suis contraint cependant de signer ce procès verbal avec ce rajout indépendant de ma volonté qui permet à mon ex de prélever directement sa pension alimentaire sur mon salaire. Il s'agit donc toujours d'une saisie et celle-ci persistera même jusqu'à ma retraite. Je rajoute aussi, cette décision a été prise malgré le fait déjà que cette mise en demeure n'est pas justifiée,
Il est dit plus haut là que Maître, mon avocat, expose qu'il y a eu un gros couac indépendant des parties concernant les allocations familiales de septembre à décembre. Donc, on a mis en évidence qu'il y a eu un malentendu, mais cela n'a pas modifié la décision de la présidente qui maintient sa décision de mise en demeure. L'autre passage dont j'aimerais aussi partager avec vous, c'est le fait que la requérante confirme avoir reçu 4 000 francs de l'intimité le 6 février 2024. Or, Maître Rocher vient de me mettre en poursuite actuellement, bien des années plus tard, pour ne pas avoir payé, soi-disant, cette pension. Cette attitude a été dénoncée auprès de la présidente du tribunal de mon courrier du 10 octobre 2025, dans laquelle je dis, je me cite, « Le courrier que Maître Rocher a envoyé à mon avocate démontre clairement ses intentions de nuire par le fait qu'il m'impose le paiement d'une somme colossale dans un délai impossible à tenir et qu'il me dénonce 6 jours après aux poursuites. Les sommes qu'il me réclame dans cette poursuite ont déjà été versées depuis des années ou réglées selon les décisions de ce tribunal en séance ou sur ordonnance. Cette attitude n'aurait jamais été adoptée par un autre quelconque avocat faisant preuve d'un minimum de professionnalisme, même si sa cliente le lui aurait demandé. Il apparaît clairement qu'il ne s'agit plus d'une attitude visant à la défense des intérêts de sa cliente, mais d'un besoin d'assouvir sa haine personnelle en se servant d'elle à mon encontre. Donc non seulement Maître Rocher va facturer ses honoraires à Madame, mais se sert de Madame pour m'attaquer psychiquement et m'anéantir. Cette attitude a été dénoncée, comme toutes les précédentes attaques psychiques, auprès de la présidente du tribunal, qui m'a renvoyé tous les documents sans même les consulter, en me disant de m'adresser à mon avocat. Or, ce n'est pas mon avocat qui va dénoncer les dérives de notre collègue. C'est à la présidente, ou plus précisément au tribunal d'agir en conséquence, ce qui n'a jamais été fait. Maître Rocher contestera aussi les décisions qui ont été prises par le tribunal en début de procédure et demandera un remboursement rétroactif de 64 130 francs. Je vous laisse imaginer ce qui se serait passé si je n'avais pas gardé les documents originaux qui durent depuis tant d'années. Il avait certainement l'espoir que je n'aurais pas gardé ces documents et qu'il aurait pu disposer de cette somme, n'est-ce pas, à mes dépens. C'est aussi lors de cette séance du 8 février 2024 qu'il a été décidé que ma maison serait vendue par le fait que je n'ai pas les moyens de satisfaire aux exigences de la partie adverse pour reprendre à mon compte la maison. Vous vous rappelez que celle-ci a été évaluée sur la base de 800 000 francs lors de la discussion concernant le partage des biens matrimoniaux chez le notaire, et celui-ci s'est basé là-dessus pour faire son rapport. Or, le nouvel avocat de Madame, Maître Rocher, a fait faire une évaluation supplémentaire de la maison qui l'a portée à 1 100 000 francs. Du coup, je n'avais plus les moyens, n'est-ce pas, de payer la différence à mon ex. D'où la décision de mettre la maison en vente. Ce qui m'amène au prochain chapitre, mon départ houleux à la retraite et grosse turbulence au sujet de la vente de la maison. Je partis donc à la retraite en août 2025 et je reçus à cette occasion mon deuxième pilier, la caisse de pension LLP. Par contre, je n'ai toujours rien reçu de ma rente AVS, le divorce ayant été prononcé tardivement. L'agence sociale chargée de me verser cette rente m'a demandé des documents qui datent des années 1980, des documents que j'avais conservés à mon domicile conjugal à cette occasion, mais que je n'ai pas pu récupérer. Nous sommes en janvier 2026 et cela fait maintenant 6 mois que j'attends le versement de cette rente. Je demandais à mon avocat de pouvoir réclamer ces documents auprès de mon ex et celle-ci en fit la demande à Maître Rocher. Ce dernier me répondit le jour même qu'elle n'était pas en leur possession. Il aura fallu que je fasse toutes les démarches auprès des archives municipales et des archives des tribunaux pour tenter de les récupérer. Or, après 6 mois, je n'ai toujours pas pu les réunir et ma rente AVS ne m'a toujours pas été versée. J'ai insisté à plusieurs reprises en téléphonant auprès de cette agence que j'avais besoin évidemment de cette rente. Elle m'a répondu qu'il devait faire le calcul du partage entre mon ex et moi-même et que sans ces documents, il ne pouvait pas s'exécuter et verser ma rente. Le fait que mon ex refuse de me fournir ces documents, d'ailleurs dans une réponse avec un délai aussi court, démontre bien qu'elle s'est débarrassée de tous mes documents administratifs et de ma facturation. Cette facturation, je le rappelle, m'aurait permis de justifier le montant des dettes qui valaient lors de la séparation et qui auraient été déduites dans le cadre du partage des biens matrimoniaux.
Rappelez-vous d'autre part le courrier de Maître Boucher, l'autorité judiciaire, daté du 16 juin 2025, dont je vous ai fait part dans ma précédente vidéo, dans lequel il dit que je suis de mauvaise foi lorsque je prétends que le divorce doit être prononcé pour que je puisse toucher ma rente AVS. Le fait que ce divorce ait été prononcé tardivement ne m'a pas permis de toucher à temps ma rente AVS. Un nouvel acte malveillant de la part de Maître Boucher qui était certainement intentionnel. Concernant la vente de la maison, vous vous rappelez que Maître Boucher a porté plainte contre moi par le fait que je refusais de signer ce contrat de vente tant qu'un constat de mes biens n'aurait pas été fait à mon domicile conjugal. Or, contre toute attente, c'est lui-même qui annulera un rendez-vous agendé chez le notaire pour la signature du dit contrat. Le nouvel acquéreur ayant réduit de moitié l'avance prévue dans le contrat, des doutes ont été émis sur sa crédibilité. Concernant le constat de mes biens, qui devait être effectué au domicile conjugal, un rendez-vous a été agendé avec le notaire pour le 15 janvier 2026. Maître Boucher rejettera cette date et proposera une autre date pour le mois de février. Il demanda aussi à mon avocat, que je viens d'engager pour me représenter au pénal, que je ne serai pas présent lors de ce constat. À ma grande surprise, ce dernier soutiendra la demande de Maître Boucher en me disant qu'il me représenterait seul lors de ce constat, ce que je refusais. Je répondis donc à mon avocat que le juge avait confirmé ma présence lors de ce constat et que je tenais beaucoup à être présent afin de vérifier précisément que toutes les choses se déroulent normalement. Mon avocat en fit part à Maître Boucher qui répondra dans un courriel, je ne vais pas vous le publier, mais je vous en cite les passages essentiels, selon laquelle ma présence serait considérée comme une violation de domicile, que madame appellerait la police et que la date du constat serait renvoyée. Entre-temps, je reçois une ordonnance de condamnation de la part du ministère public datée du 19 janvier 2026 pour tentative de contrainte. Le ministère public a rendu cette ordonnance sans même me permettre de me justifier, soit en fournissant les documents nécessaires qui démentent ces accusations, soit en me convoquant en séance. Le procureur prendra ses décisions uniquement sur la base des accusations de Maître Boucher, sans même vérifier la véracité de leur contenu. Elle ne m'a pas informé non plus qu'une plainte avait été déposée à mon égard, et ce n'est que par la copie de la plainte que le Maître Boucher a adressée au tribunal civil en date du 26 septembre 2025 que j'ai su qu'une plainte avait été déposée. Cela m'oblige donc à devoir recourir à la cour d'appel par l'intermédiaire d'un avocat, ce qui me coûtera des frais supplémentaires qui iront dans les tiroirs caisses de la justice. Je vous lis la motivation du ministère public concernant cette condamnation. Il apparaît qu'une longue et difficile procédure de divorce oppose M. Michel à mon ex depuis 2016. Dans ce contexte, un accord a cependant été trouvé pour réaliser la vente d'un immeuble à la société B5 Real Estate pour un montant de 1 150 000 francs. Les parties ont également convenu qu'un inventaire des avoirs se trouvant à l'ancien domicile soit dressé par un notaire, M. Michel devant en assumer les coûts. En l'espèce, il ressort de la procédure pénale que le prévenu n'a pas hésité à tenter de contraindre son ancienne épouse à assumer la charge financière de l'inventaire précité, menaçant madame de ne pas signer l'accord de vente avec B5 Real Estate dans le cas contraire, alors même que les parties avaient passé une convention prévoyant une prise en charge financière du bien inventaire par M. Michel. De tels faits sont manifestement constitutifs de tentatives de contrainte. Une peine pécuniaire viendra sanctionner le comportement fautif de M. Michel. Voilà, donc il n'a jamais été question pour moi de ne pas payer le notaire. J'ai simplement demandé que le constat soit effectué avant la signature du contrat de vente de la maison. De toute évidence, le ministère public s'est basé uniquement sur les propos de Maître Boucher et m'a condamné sur la base de ces accusations, ce qui est inadmissible. Je ferai évidemment opposition à cette décision en faisant valoir que l'acquéreur potentiel a été dénoncé à 86 reprises à l'Office des poursuites et qu'il n'avait aucun fonds propre pour procéder à cet achat. Ce n'est donc pas moi qui ai imposé une contrainte à madame, mais c'est à moi qu'on a imposé la signature de ce contrat. Par la suite, je fis savoir à mon avocat que je refusais de brader cette maison à moindre prix. Après que 2 années ont passé, depuis la mise en vente de la maison, j'estimais d'être en droit de pouvoir la récupérer. Mon avocat émit des doutes à ce sujet, mais me laissa néanmoins m'exprimer devant la séance du tribunal
en date du 29 janvier 2026. La présidente du tribunal m'accorda de pouvoir récupérer la maison à condition que je puisse renouveler mon prêt hypothécaire auprès d'une banque. Elle précisa néanmoins que si aucune des deux parties n'avait trouvé acquéreur ou n'avait obtenu un crédit hypothécaire, la maison serait vendue aux enchères. Pour résumer l'historique concernant le partage de cette maison, mon ex a exigé que celle-ci soit basée sur un montant de 800 000 francs, ce qui était le montant de l'assurance incendie à l'époque, et c'est sur cette base que le notaire a fait son rapport qu'il a envoyé au tribunal en août 2020. Madame a changé ensuite d'avocat et engagé Maître Vaucher pour sa défense. Ce dernier a déclaré que la maison avait bien plus de valeur et il a fait refaire une évaluation. Cette évaluation a effectivement estimé la valeur de la maison entre 950 000 et 1 050 000 francs. Devant un aussi grand montant, je ne pouvais plus satisfaire les exigences de Madame, mon ex, concernant le partage de cette maison. Elle a donc demandé au tribunal de mettre cette maison en vente pour le prix de 1 100 000 francs. Quant à moi, je réclamais cette maison pour mon propre usage, afin d'y loger ma mère qui avait investi un grand montant dans la restauration, et pour y loger aussi ma compagne et l'enfant à naître. Cette requête a été rejetée sans ménagement en date de janvier 2024, en prétendant que j'étais de mauvaise foi. Un credo qui a été repris à maintes reprises par la suite par Maître Vaucher dans ses accusations. Il est regrettable de constater qu'aujourd'hui, cette maison n'a toujours pas été vendue et qu'il me sera difficile de la récupérer. Il est aussi regrettable de constater que nous sommes arrivés à un point où une proposition de mise aux enchères a été décidée sous condition. Cela, évidemment, ne nous rapporterait rien, ni à mon ex, ni à moi-même, et nous mettrait tous les deux en faillite. J'estime pour ma part que le tribunal est responsable de cette situation par le fait qu'elle aurait pu m'attribuer cette maison des années plus tôt, lorsque le rapport du notaire lui est parvenu, ce qu'elle n'a pas fait, avec comme conséquence que 4 ans plus tard, on se retrouve au même point de départ, sans qu'aucun avancement n'ait pu être réalisé. Une implication qu'elle ne voudra jamais admettre, en rejetant toujours la faute de la situation sur mon ex et sur moi-même. Je vous fais part de son opinion à ce sujet d'un extrait suivant qui est tiré de cette séance. Et si ce dossier n'est pas fermé, c'est pas ma faute. Je vais être honnête. Là, à ce stade, c'est pas ma faute, ni celui de mon prédécesseur. C'est vous qui demandez des choses qui font que ça ne peut pas avancer. Avoir les moyens de payer, il faut prévoir monsieur rachète. Si monsieur n'a pas les moyens, c'est vente aux enchères. Et puis les frais en lien, ils sont déduits du prix de vente. L'autre point que j'ai pu exprimer dans cette séance est le fait que je n'ai toujours pas reçu ma rente AVS, 5 mois après que j'ai pris ma retraite. Je vous fais écouter les explications que j'ai fournies à la présidente au cours de cette séance, ainsi que la réaction de cette dernière. J'ai déjà avisé ce tribunal dans mon courrier du 21 mars que tant que le divorce ne sera pas prononcé, il n'y aura pas de versement, qui sera fait. Et Pas d'AVS ? voilà. Et lorsque le divorce a été prononcé, l'AVS m'a écrit selon laquelle ils avaient besoin de documents. Alors ces documents sont restés à mon domicile conjugal. Je les ai demandés à la partie adverse par l'intermédiaire de mon maître qui a prétendu qu'il ne les avait plus. Donc il m'a fallu faire les démarches en France auprès des archives françaises concernant mon premier mariage. Il a fallu faire des démarches ici en Suisse, au tribunal où le divorce a été prononcé, qui n'avait plus les documents, il a fallu aller aux archives cantonales, et je viens de recevoir les documents des archives cantonales que j'ai renvoyés à l'agence AVS. J'ai reçu un téléphone la semaine passée de l'agence AVS en question qui m'a dit qu'il fallait encore attendre 2 mois pour le calcul de la rente de chacun, qui reviendrait à chacun. Voilà, à ce sujet, je peux encore préciser que cette situation est tout à fait intentionnelle. Ça se trouve dans le courrier de Maître Vaucher du 16 juin 2016, au point 8. Le requérant prétend que le fait que le divorce ne soit pas encore prononcé serait de nature à bloquer son droit aux rentes auxquelles il aurait droit lorsqu'il aura atteint l'âge de la retraite.
Or, aucune condition de cette nature n'est prévue par le droit des assurances sociales, de sorte que ce moyen ne jouit pas de la moindre crédibilité, d'autant plus que le requérant ne produit aucun moyen de preuve à cet égard, selon toute vraisemblance, Bon, monsieur, parce c'est que bon. la caisse AVS ne lui a jamais dit cela, contrairement à ce qu'il affirme. Monsieur, c'est bon, écoutez, en gros, mon client se réfère à la Ligue 26. Moi, j'estime que c'est une attaque psychique intentionnelle, et puis que, ma foi, je suis obligé de la subir sans pouvoir me défendre. J'estime que c'est une atteinte psychique intentionnelle. La présidente annotera dans le procès-verbal l'atteinte d'une attaque psychique de la part de mon ex. Cependant, aucune réprimande ni aucune sanction ne sera prononcée. Vous constaterez aussi qu'elle prétendra que cette attaque provient de mon ex et non de son avocat, comme je l'ai mentionné. Or, mon ex a déjà beaucoup de peine à s'exprimer en français et son manque d'éducation ne lui aurait jamais fait venir à l'idée qu'elle pouvait bloquer un processus de divorce sans que cela influence le versement de ma rente. Une fois de plus, le tribunal se dira non concerné et en rejettera la responsabilité sur le couple. Je vous rappelle que ces attaques psychiques ont déjà été dénoncées auprès du tribunal pénal. Je vous en ai fait un résumé dans ma vidéo que j'ai intitulée Partie 4. Je vous relis néanmoins brièvement un extrait de la décision du ministère public. En substance, le ministère public a considéré que les faits dénoncés par le recourant, en particulier ceux concernant Maître David Boucher, n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale, le litige étant uniquement d'ordre civil. Il a notamment retenu que cet avocat avait agi dans le cadre d'une procédure de divorce conflictuelle, que ses propos n'avaient pas dépassé les limites de ce qui était admissible et qui n'étaient dès lors point attentatoires à l'honneur. Pour sa part, le recourant se contente, dans une écriture prolixe et peu compréhensible, de reproduire des passages de l'ordonnance querellée, ainsi que d'émettre divers commentaires généraux et critiques en relation avec la procédure de divorce, reprochant aux autorités judiciaires de ne pas tenir compte des expertises et des éléments qu'il avance, et de se rendre à son encontre des décisions qui lui sont défavorables, notamment sur le plan de la liquidation du régime matrimonial. Voilà, il faut relever que cette décision a été prise par des magistrats qui ont fait des études universitaires et qui ont probablement aussi reçu des doctorats honoris causa. Néanmoins, ils n'arrivent pas à comprendre mon écriture prolixe, raison pour laquelle je la soumets aujourd'hui à l'opinion publique, et j'en suis sûr qu'elle saura faire preuve de plus de discernement. Ce qui m'affecte le plus dans cette histoire, c'est d'apprendre que mes fils ont aujourd'hui aucune situation professionnelle bien définie. Ils ont réussi avec succès toute leur scolarité tant que j'étais à la maison. C'étaient des bons garçons, avec un avenir prometteur. On leur a enlevé l'aide et le soutien d'un père dont ils avaient besoin. Des gens sans scrupules s'en sont servis à des fins égoïstes et se retrouvent aujourd'hui dans une situation professionnelle floue. Comme vous allez l'entendre dans l'extrait suivant, mes fils, selon Madame mon ex, auraient commencé à travailler ce mois de janvier, soit 6 mois, 7 mois même après avoir fini leurs études pour le plus jeune, et 1 année et demie pour mon fils aîné. Ce dernier aurait soi-disant repris ses études, mais Madame ne saurait pas dire quelles études. Elle ne sait pas dire non plus combien il gagne, et elle prétendra simplement que ça ne concerne qu'eux-mêmes, quand bien même ils vivent dans la même maison. Donc madame, elle vit avec les enfants majeurs, si je comprends bien. Madame, vous vivez avec vos enfants majeurs? Je vis avec mes enfants majeurs. Voilà. Qui travaille, n'est-ce pas madame? Elle travaille avec les enfants? Los niños, tus hijos trabajan. Están en una formación. Cours de formation. Gagnez des sous? Ganan algo. Comenzó janvier. Il a commencé en janvier. Está ganando algo? Yo pienso que está ganando algo porque yo no le controlo Moi, je contrôle pas ça, mais je las pense que cosas de mi garçon. je ne contrôle pas ses finances. Mais vous savez, il vous donne des sous? Elle les va donner. Oui, elle apporta aussi en la maison, m'aide. Oui, les il m'aide dons. avec les frais de la maison. Il m'aide avec les frais de la maison. Et il vous donne combien maintenant? ¿Cuánto le está dando? Me dan 200 francos por el bois de la maison parce que debo chauffer la maison avec des bois. 200 francs pour chauffer les bois du chauffage. 200. Escuche las preguntas de la presidenta. ¿Qué quoi comme formation? ¿Qué está haciendo? ¿Qué estudia? ¿Qué formación? Ay, que yo no puedo explicar mucho más Je de sais, la je sais. formación. Je ne sais pas quelle est la formation. Et puis votre autre fils?
Comenzó a trabajar el 19 de enero. Le 19 janvier, elle a commencé à travailler. Pero Qu'est-ce qu'elle a fait? el permiso, modista. Merci. Ébéniste. Elle était ébéniste. Et elle a fini sa formation? El término, no, yo no sé tampoco cómo funciona su... Excusez-moi, je ne sais pas combien il gagne, il vient de D'accord. commencer. Ok, mais il travaille toujours, elle est toujours à la maison. Pero sigue en la casa de Hein? Ils vivent à la... Ok. L'autre point que je tiens aussi à préciser, c'est que la présidente a clairement mis en évidence dans cette séance qu'elle ne pouvait pas mettre un terme à cette procédure tant que les parties ne se seraient pas mis d'accord. Je rappelle que j'ai demandé le divorce après 2 années de procédure et qu'après 8 années, ce divorce n'a toujours pas été définitivement prononcé. Cela peut durer indéfiniment tant que madame ne sera pas d'accord que ce divorce soit prononcé. Or, le divorce ne sera pas prononcé tant que madame mon ex se laissera influencer par son avocat qui n'a d'autre intention que de remplir son compte bancaire au détriment de ma famille, en abusant de sa crédulité, en lui faisant croire qu'elle pourrait gagner des 100 et des 1000, et en attisant sa jalousie, en lui faisant croire que je suis un monstre. La justice, elle s'en lave les mains, et elle refusera toute responsabilité dans cette situation. Je vous en fais écouter ici aussi un extrait. Moi, ça fait 8 ans que je demande ce divorce, madame. Mais oui, mais monsieur, la dernière fois, c'était... Vous vouliez une réactualisation, je comprends. Mais tout ça, il y a chaque fois quelqu'un qui veut quelque chose qui fait que ça avance pas. Je demande pas une réactualisation, je demande simplement un constat. Que... S'ils sont abîmés, ils sont abîmés. De toute façon, voilà, ça change. Ils sont pas abîmés, madame, ils ont disparu. Mais ça, vous savez pas, monsieur, il n'y a pas encore le constat. Mais c'est ce constat va le démontrer. On a déjà eu un inventaire en 2018, madame, et il y a plus de 200 000 francs qui ont disparu de mes affaires. Je l'ai démontré avec facture à l'appui. Vous donnez cet argent, donc, à un moment donné, mais de part et d'autre. Hein. Vous allez entendre aussi dans l'extrait qui va suivre ma façon de considérer les choses suite à l'établissement de ce constat. J'indiquais à la présidente que le fait que mes objets de valeur aient disparu du domicile conjugal est une preuve que la seule motivation de la demande de séparation de mon ex était l'appât du gain. Or, comme vous allez l'entendre dans la réponse de la présidente, c'est à nouveau une question qui concerne le ministère public et qui apparemment n'a rien à voir avec la procédure. Elle a aussi mis en évidence le fait que la procédure auprès du ministère public va durer des années, que cela va me coûter très cher et que cela ne me rapporterait rien. Vous voulez vous exprimer, monsieur, par rapport à cette vente? Oui, ça fait 2 ans maintenant que cette maison a été mise en vente et qu'il n'a trouvé aucun acquéreur. Par conséquent, moi j'estime que je suis en droit de remettre cette vente en question, premièrement. Et deuxièmement, je n'ai pas du tout confiance au vu du travail qu'ils ont déjà réalisé précédemment avec Maître Rocher. Et puis ensuite, j'estime que si j'arrive à démontrer que madame a abusé des procédures de ce tribunal pour me déposséder, je pense que ça remet en question aussi la finalité de cette procédure ainsi que la mise en vente de la maison. Je souhaite, dans ce cas, si c'est possible, aussi pouvoir toujours récupérer la maison. Mais monsieur, vous voulez toujours récupérer la maison? Oui. Ah, bon. Mais vous n'avez pas les sous de l'acheter, monsieur, la part de madame. Si j'arrive à démontrer que madame m'a dépossédé et qu'elle a abusé de mes biens, je pense que ça va aussi pencher dans la balance en ma faveur, Non, en ce qui monsieur. concerne Moi, je dois financièrement. vous donner la vente de Héraclès, je vous le dis. Hein. Aux enchères, vous voulez dire? Non, au bout d'un moment, franchement, c'est ce que vous évoquiez, monsieur, je l'entends bien. Mais quoi, elle finira avec une condamnation pour dommage à la propriété? Pour autant que ça soit réellement votre propriété? C'est reparti pour 4 ans de procédure au ministère public, pour finir par une ordonnance pénale. Madame, elle n'en a rien à secouer d'avoir une ordonnance pénale à son âge, je veux dire, ça n'a pas changé sa vie, vu qu'elle n'a pas de casier, enfin, j'imagine que c'est ça, finir avec un sursis, pour autant qu'il y ait une condamnation. Donc c'est ridicule, vous avez déposé encore des fortunes dans une procédure qui va, à part ça, pas vous ramener les objets. Donc il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Voilà, vous avez entendu la présidente. Mon objectif pour ma part n'est pas de faire condamner mon ex, mais bien de récupérer mes biens. Or, je ne récupérerai rien du tout et je devrai à nouveau financer des procédures interminables. Et le comble dans tout cela, ce sera Madame la Présidente qui fera le reproche aux 2 parties de prolonger inutilement une procédure qui nous coûtera cher. Et vous allez même entendre mon avocat qui soutiendra les propos du Président. Vous êtes en train de dire, vous avez déjà passablement entamé à mon avis, mais vous n'avez plus rien à voir à cette vitesse. J'espère que vos avocats font des taxations intermédiaires, semble-t-il que oui. Mais si ce n'est pas le cas, je ne sais pas si vous vous rendez compte combien ça a coûté.
Et l'âge civil, elle est remboursable. C'est toujours la même chose. Donc sur la vente de la maison, ça veut dire qu'on va vous prendre, sur le bénéfice de la vente, madame, monsieur, on va vous prendre vos frais d'avocat puis les frais de justice. Hein. Et les frais d'expertise, de maître Haas. Les frais de tribunal, ça va 3000 francs, hein, parce qu'il y a plus de temps aussi. Puis il y a les frais de maître Haas aussi, l'expertise, notarié. Autrement dit, d'après ce tribunal, je n'aurais pas dû intervenir dans le processus de délit auquel mes fils ont été soumis, c'est-à-dire le lavage de cerveau. Je n'aurais pas dû intervenir lorsque madame a fait témoigner mes fils devant les tribunaux pour qu'ils m'accusent de toutes sortes de choses que je n'ai pas commises. Des accusations qui ont été démenties par une assistante sociale qui s'est occupée de mes fils après mon départ suite à leurs difficultés scolaires. Une instrumentalisation qui a aussi été confirmée par un rapport pédopsychiatrique qui a été soumis à ce tribunal en janvier 2020. Le tribunal fera preuve de déni vis-à-vis de ces affirmations et continuera la procédure en les ignorant totalement. Le tribunal pensera certainement aussi que je n'aurais pas dû insister durant 2 ans pour obtenir un inventaire de mes biens de la maison conjugale. Un inventaire qui a mis en évidence la disparition d'une valeur de plus de 200 000 francs. Et enfin, le tribunal désapprouvera certainement aussi que j'ai fait opposition à la vente de la maison afin d'éviter que la partie adverse s'en partage les bénéfices. J'ai toujours cru que le rôle de la justice était précisément de nous prévenir de ce genre de situation. Or, il semblerait au contraire que la justice s'est servie de la crédulité et de la jalousie de mon ex pour anéantir psychiquement et financièrement ma famille, tout en se réclamant d'appliquer les lois que le peuple a votées. Or, le peuple a voté ces lois pour qu'on l'en protège et non pas pour qu'on s'en serve contre lui. Vous constaterez aussi que je ne me contente pas de dénoncer les décisions qui ont été prises par ce tribunal, mais que j'ai aussi le courage de les exprimer en face lorsque l'occasion se présente. Vous allez pouvoir l'entendre dans cet extrait. La situation de monsieur est très compliquée, je ne dis pas le contraire, hein, mais il faut arrêter de penser que c'est valable tant pour l'un que pour l'autre, que c'est toujours la faute de l'autre. C'est la faute de vous deux, je dois vous le dire très clairement. Puis peut-être pas au même moment, mais si on en est là aujourd'hui, voilà. Ce n'est pas mon avis, madame. J'estime que c'est ni la responsabilité de madame Pérez, ni la mienne. Cette situation découle aussi des décisions de ce tribunal. Oh monsieur, non, maintenant vous arrêtez. Écoutez, la présidente a pris du temps aujourd'hui, on essaie d'être constructif. Monsieur, arrêtez juste. Je parle de la procédure en général depuis 10 ans. Je ne parle pas d'aujourd'hui. Pour revenir au sujet du constat de mes biens, j'ai demandé à ce tribunal, suite aux déclarations de Maître Auchet, mon avocat, que ma présence soit confirmée, ainsi que l'autorisation de prendre des photographies afin d'éviter que les objets de valeur ne disparaissent après le constat. Vous allez entendre la réponse du tribunal. Madame, les valeurs que je compte... Voilà, ces objets ne sont plus à mon domicile, madame. C'est pour ça que j'insiste. C'est pour ça que j'insiste pour que ce constat soit effectué, afin de démontrer que madame avait vraiment l'intention de me déposséder dès le départ. Les affaires. Elle ne se pose pas non C'était plus au à la premier, question vous aviez dit, d'expertise. vous aviez mis ça en haut, non? Vous aviez dit la dernière fois. Voilà, car Bueno, su ropa está todo arriba en el último piso. Oui, effectivement. Ouais, je vois pas, ce sont mes vêtements, madame, ce sont mes vêtements. Je sais pas. Mais mes biens de valeur, ils ont disparu. Mais on s'est vu quand c'était cet été. En juin. Ça n'a pas été possible de faire son chez le notaire depuis, enfin avec la notaire d'évaluation. Il y a deux rendez-vous qui ont été fixés par le notaire. Il y en a un qui a déjà été annulé. Maître Auchet s'oppose à ma présence lors de ce deuxième rendez-vous. Or, j'insiste d'être présent afin de pouvoir vérifier précisément si les objets de valeur n'ont pas été remplacés par des ersatz afin de tromper le notaire dans l'établissement de son inventaire. Et puis j'aimerais bien aussi pouvoir avoir l'autorisation de prendre des photos des valeurs restantes, pour autant qu'il y en ait, afin qu'ils ne disparaissent pas juste après l'inventaire et que je puisse les récupérer. Ça c'est non, c'est clairement non. Ma cliente s'est exprimée à ce propos-là, il n'y a pas un notaire qui sait faire son travail, il n'y a pas de problème à ce que le notaire le fasse correctement. Alors qu'on demande au moins à un notaire de prendre les photos dans ce cas-là. Ce que j'ai pu retirer de positif de cette séance, néanmoins, c'est le fait qu'il a été attribué une pension alimentaire pour mon fils et que j'ai été autorisé à récupérer la maison conjugale à condition que j'arrive à obtenir un prêt hypothécaire. Néanmoins, il me sera difficile de faire valoir ce nouveau prêt par le fait que Maître Auchet m'a mis en poursuite pour des factures que j'ai déjà payées des années plus tôt. Je viens d'ailleurs de vous en faire part.
Concernant l'inventaire de mes biens au domicile conjugal qui a été agendé pour le 24 février 2026, Maître Vaucher s'opposera farouchement à ma présence lors de ce constat et le fera savoir à mon avocat. Je vous lis ici les différents courriels qui ont été échangés à ce sujet. Courriel du 17 février 2026 de Maître Vaucher. Cher confrère, ma mandante me confirme que la date du 24 février lui convient pour la réalisation de l'inventaire souhaité par votre mandant. Cela étant, me charge de préciser qu'elle s'oppose à ce que des photographies soient prises à cette occasion, même de la part du notaire chargé d'y procéder, et qu'elle mettra fin à l'inventaire si cela devait ne pas être respecté. Vu le comportement adopté par votre mandant postérieurement à la dernière audience, la mienne maintient son refus de l'autoriser à pénétrer sur son domicile. L'avocat m'en fera part. Je lui répondrai en date du 18 février 2026. Cher maître, je considère que la requête de Maître Vaucher comme illégale et inacceptable. Ma présence est indispensable afin que je puisse mettre les choses au clair, dans le sens que, comme je l'ai indiqué au notaire, les objets que je réclame ont pu être remplacés par d'autres valeurs, ou alors qu'ils auront disparu et qui n'attireront pas l'attention de cette dernière. J'apporterai moi-même les photographies des objets que je réclame afin de les comparer avec ceux qui sont encore au domicile. Mon avocat en fera part à Maître Vaucher, qui répondra à nouveau à mon avocat. Cher confrère, suite à mes derniers courriels et après concertation avec ma mandante, celle-ci me confirme maintenir sa position et me dit que si votre mandant ne veut pas comprendre cela, l'inventaire sera tout simplement annulé. Ainsi, elle me charge de vous prier de me confirmer d'ici à vendredi à midi que M. Paul respectera la demande de ne pas se présenter le 24 février 2026 pour la réalisation de l'inventaire. À défaut d'une telle confirmation, et afin d'éviter des démarches, désagréments et frais inutiles, ma mandante m'a donné pour directive d'écrire à maître ou notaire pour annuler sa venue du 24 février. Voilà, du coup, mon avocat m'enverra un courriel en me disant « Cher monsieur, même si vous êtes copropriétaire du bien immobilier, ce n'est pas votre domicile d'un point de vue juridique. Donc, ça ne m'appartient pas. Votre ex-épouse peut donc vous refuser d'y pénétrer. Nous ne pouvons pas déposer de plainte pénale. Disposez-vous d'une preuve formelle selon laquelle les objets que vous réclamez auraient été remplacés? Je crains que si vous persistez à vouloir vous rendre au domicile de votre ex-épouse, l'inventaire n'ait pas lieu. En effet, la Convention ne prévoit pas aucune conséquence en cas de refus de mener cet inventaire. Avec mes meilleurs messages. Voilà, donc d'après la loi, je suis contraint à ne pas me rendre à mon domicile. Je suis contraint à ne pas vérifier le bon déroulement de cet inventaire. Cet inventaire aura donc lieu sans ma présence. Mon avocat, qui se rendra sur les lieux, me dira que madame avait l'air d'être de bonne foi lorsqu'elle a prétendu que les affaires que je réclame sont encore sur place. Des propos qui semblent vérifiés par l'inventaire que le notaire me fera parvenir par la suite. Je dois dire qu'après 10 ans d'humiliation, de privation et de m'avoir contraint de vivre dans la précarité, je ne serais pas fâché de retrouver ne serait-ce qu'une petite partie de mes biens. Maintenant, pourquoi avoir fait une telle opposition à l'établissement de cet inventaire? Pourquoi m'avoir interdit de venir sur place? La réponse viendra peut-être de ce que l'avocat me dira que la maison est dans un état délabré et que même si je voulais la récupérer, je devrais investir d'importants frais de rénovation. Me revoilà donc de nouveau au point de départ, après tous les travaux que j'ai déjà effectués. Toujours est-il que j'ai aussi clairement démontré que la justice est totalement indifférente sur le fait que madame a demandé la séparation dans le seul but de me déposséder. J'ai clairement démontré tout au long de cette procédure que je n'ai jamais fait d'acte de violence envers qui que ce soit mes fils ou mon ex, et que je me suis au contraire dévoué à leur bien-être en restaurant une maison qui leur a fourni de l'espace et de la tranquillité pour qu'ils puissent grandir sans avoir trop de soucis à se faire et se concentrer ainsi sur leur intégration sociale, sur leurs études et sur leur avenir. Je suis attristé de voir aujourd'hui ce qu'ils ont fait de cette maison et ce qu'ils ont fait de leur vie. Je sais bien sûr qu'ils ne sont pas entièrement responsables, mais je suis toujours très en colère par le fait qu'on m'a éloigné d'eux et que pendant toutes ces années je n'ai pas pu partager leur jeu ni leur apprendre à s'adapter à une existence difficile et exigeante.
Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais faire une analyse globale de la situation. Ma situation n'est pas un cas isolé. Elle touche beaucoup de maris et de pères de famille qui ont été anéantis psychiquement et financièrement par une justice qui ne sert que ses propres intérêts. Cela fait partie de ce qu'on appelle un grand reset ou une nouvelle réinitialisation globale de la planète. C'est un état préparatoire à ce nouvel ordre mondial qu'on veut nous imposer, ou si vous préférez en anglais, The New World Order. Cela ne touche pas seulement le système judiciaire, cela concerne aussi l'économie en général, la politique, la médecine et le secteur administratif, avec tous les services qui en dépendent. Je citerai comme exemple le Covid, dont le virus a été répandu par un pays qui a fait des centaines de milliers de morts et dont les vaccins ont été produits par d'autres pays qui ont fait presque tout autant de dommages collatéraux dont les statistiques ont été récemment soumises au Congrès américain. Dans certains pays, on a même poussé la paranoïa jusqu'à empêcher les personnes de se rendre à leur place de travail parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. Il s'agit d'appauvrir la population jusqu'à ce que la plupart des gens soient sans ressources, et c'est alors que nous verrons certains politiciens revenir avec des discours rassembleurs tels que « Nous avons beaucoup souffert, nous nous sommes battus, mais nous avons les compétences de nous relever de ce chaos. » Beaucoup d'entre nous ont perdu leur maison, leurs biens, leur famille, mais ont le courage et la volonté de tout recommencer. Des beaux discours rassembleurs donc, qui permettront à la population de réélire de nouveaux politiciens, alors que ce sont eux-mêmes qui ont créé ce chaos. Des politiciens qui nous feront voter des lois et des règles encore plus strictes que les précédentes, afin de leur permettre de prendre le contrôle de la population Qui ne serviront que leur agenda. et d'imposer leur autorité au détriment de la liberté d'autrui. Nos autorités nous y préparent déjà en disant que le peuple ne possédera plus rien, mais qu'il sera heureux. Cette élite agit d'elle-même sous l'influence de consortiums ou sous l'influence de sociétés secrètes qui agissent dans l'ombre. Vous en avez peut-être entendu parler sous le nom de Cabale ou d'Illuminati. Il ne s'agit pas ici d'une nouvelle théorie complotiste, mais d'une réalité dont vous allez devoir faire face un jour ou l'autre, ainsi que les générations futures dont nos enfants en feront partie. Un exemple actuel est la révolte des paysans et des fermiers dans toute l'Europe qui doivent faire face aux importations du Mercosur. Le Mercosur est une alliance des pays latins qui contrôle l'exploitation et la commercialisation des denrées alimentaires. Nos autorités ont réussi à contracter une alliance avec ce Mercosur qui leur permettront une importation massive de ces denrées et faire une concurrence directe à nos paysans qui verront leurs revenus diminuer drastiquement. Or, nos paysans et nos fermiers ont déjà été considérablement affaiblis par des normes et des réglementations qui leur ont coûté très cher. Si je prends l'exemple de la Suisse, pays dans lequel je vis, nous avons vu quantité de paysans se donner la mort ou de devoir s'adapter en vendant leur terrain parce qu'ils ne pouvaient plus s'adapter financièrement aux normes européennes. Aujourd'hui, ce sont les fermiers et les paysans de l'Europe entière qui devront faire face à la concurrence de Mercosur, qui les affaiblira considérablement et qui permettra à nos autorités d'avoir un contrôle sur les prix des produits importés. Nous avons déjà vu la façon d'en faire récemment. Par exemple, en prélevant des taxes douanières qui ont augmenté de 30% d'un jour à l'autre, ou en provoquant des guerres qui font s'envoler les prix du pétrole servant au transport de ces denrées alimentaires. Ces guerres ont transformé nos vies encore de façon beaucoup plus directe lorsque nous verrons les prix de l'ensemble de l'économie prendre l'ascenseur, non seulement de l'essence, mais aussi de l'électricité, du gaz et de toute l'économie en général. Les paysans et les fermiers sont ceux qui nourrissent la population. En les affaiblissant et en les rendant dépendants d'un système que nos autorités ont élaboré, cela permettra à ces derniers de manipuler la population selon leur bon vouloir. Nous avons l'exemple en France, où on abat le bétail par troupeau entier sous prétexte d'épizootie, afin de raréfier la viande ainsi que les produits laitiers qui en dépendent. Cela leur permettra d'ouvrir la porte aux importations et de décider qui pourra bénéficier de ces produits ou non. L'exportation de ces produits ne rendra pas service non plus aux pays producteurs par le fait qu'ils appauvriront aussi leur population locale. Les produits exportés vont augmenter drastiquement de prix. Nous avons un exemple avec le maïs qui a servi à fabriquer du carburant bio au détriment d'une population qui a vu le prix d'un aliment de base augmenter drastiquement. Et dont beaucoup ont dû s'en priver.
Néanmoins, cette cabale n'a pas beaucoup de suite dans les idées, dans le sens... Bonjour. Je vais un truc. J'ai fait une vidéo. Et ensuite là, un texte. Oui, je récite le texte. Ah, dis donc, il doit être coupé là, hein. Il doit couper tous les roseaux, ouais. Ouais. C'est bien de marcher. Vous êtes juste devant la caméra. Oh, pardon. Mais pas mieux. J'en ai encore pour 5-10 minutes, je ne sais pas si vous voulez vous asseoir, et puis vous lirez le paysage après. Non, c'est bon, c'est bon. Tout bon, hein. Merci, monsieur. Tout bon, hein. Merci. Néanmoins, cette cabale n'a pas beaucoup de suite dans les idées, dans le sens qu'elle opère toujours de la même manière. Il s'agit avant tout de compartimentaliser afin de pouvoir mieux manipuler et contrôler. Ou comme dit le proverbe, diviser afin de mieux régner. Cette technique ne date donc pas d'aujourd'hui. Dans le cas de la justice, elle est divisée en deux parties, la partie pénale et la partie civile. Dans mon cas, les deux parties se sont systématiquement rejeté la responsabilité de la problématique, finalement en ignorant la situation. Une autre technique consiste à transmettre le dossier de juge en juge après avoir déclassé et archivé les documents, afin que le juge en question ne sache pas ce qui a été réalisé précédemment. En ce qui me concerne, j'ai conservé tous les documents qui ont été échangés avec le tribunal et les avocats, et je les ai renvoyés au nouveau juge qui les a systématiquement ignorés. Cela a permis à l'avocat de la partie adverse de m'accuser à nouveau des mêmes malversations qui avaient déjà été démenties par mes avocats des années précédentes. Cela a aussi permis au système judiciaire de prolonger la procédure indéfiniment, une procédure qui dure maintenant déjà depuis plus de 10 ans en exploitant la crédulité de mon ex-épouse, en lui promettant entre autres des avantages financiers qu'elle pourrait obtenir à mes dépens. De l'argent qui finira finalement dans les tiroirs-caisses de la justice. Si vous ne voulez pas voir cette tendance amplifiée et se répandre à toute vitesse, je vous suggère d'exprimer votre opinion sous la rubrique « Remarques » de cette vidéo, afin que les autorités puissent réaliser que le peuple prend connaissance de la façon dont il est manipulé, les obligeant ainsi à adapter leurs procédures de façon plus éthique selon la situation de chacun. Maintenant, si vous pensez que le nouvel ordre mondial est la solution, et que vous serez heureux même en ne possédant rien, ou si cela vous est indifférent de voir vos enfants finir comme mes fils, et se retourner contre vous en vous accusant de toutes sortes de choses que vous n'avez pas commis, afin d'obtenir un avantage quelconque des autorités, eh bien, profitez de votre aisance et votre confort actuel, avant que la réalité ne vous rattrape et que vous ne puissiez plus rien changer. Voilà, je voulais partager un moment tranquille avec vous, à l'extérieur, avec le gazouillis des oiseaux et le gargouillis de l'étang, dans un endroit paisible et propice à la réflexion. Malheureusement, le vent s'est invité à la fête et cela a parfois couvert le son de ma voix. J'ai dû réenregistrer tout mon texte par-dessus les images. Parfois, je ne suis pas cinéaste, mais j'espère que vous aurez compris le message. J'aimerais encore partager un point avec vous qui confirme ce que je viens de dire à l'extérieur au sujet de mes déboires avec l'administration des impôts. Vous vous souvenez peut-être que j'ai annoncé dans ma précédente vidéo le fait que je suis resté 3 ans avec ma nouvelle compagne qui n'était pas déclarée et que mon fils est né dans la clandestinité. Il m'aura fallu faire 6 mois de démarche auprès des autorités pour finalement faire reconnaître ma paternité. Je n'ai pu la concrétiser que sur le bon vouloir d'un officier d'état civil qui a fait preuve d'un minimum de sens éthique. Ce n'est qu'après de nouveau 6 mois de démarche auprès des autorités que j'ai pu permettre à ma compagne d'acquérir un visa de résidence. Or, après que ma compagne a reçu son visa, je l'ai déclaré dans ma déclaration d'impôt et j'ai reçu l'information de l'administration des impôts que je ne pouvais pas l'inclure dans mon quotient familial. J'ai évidemment fait opposition à cette décision et comme vous pouvez le voir sur ce document, celle-ci a été rejetée. Le comble dans tout cela, c'est que je n'ai pas pu non plus y inclure mon fils. Comme vous pouvez le voir sur ce document, mon quotient familial est de 1, ce qui correspond à une personne célibataire vivant sans enfant. J'ai de nouveau fait opposition à cette décision et j'ai été convoqué par la préposée des impôts, dont je vous fais écouter les arguments dans l'extrait qui va suivre, aussi incroyable que cela puisse paraître. Voilà.
Tout d'abord, merci d'être venu. Aujourd'hui, on est là pour discuter et puis se mettre d'accord par rapport à le quotient familial qui vous a été attribué pour la taxation de votre prestation en capital. Donc vous avez retiré votre deuxième pilier il y a quelques temps. Et puis l'imposition s'est faite sur la base du quotient familial de 1. Puis ensuite, vous avez déposé une réclamation en revendiquant le quotient familial de 1,3. Et puis nous, on a répondu en expliquant pourquoi on ne pouvait pas accepter le 1,3. Et puis vous avez maintenu votre décision. Alors, vous avez pris votre décision sur le fait que ma compagne, je ne pouvais pas l'inclure dans ce quotient familial. Alors, je ne sais pas si ce 0,3 lui correspond. Toujours est-il que j'en ai déjà délibéré avec vos collègues de EV et j'avais fait opposition. C'était en 2023, si je me rappelle bien. Et puis 2 ans après, j'ai reçu une babillarde de 28 pages qui me disait juste que madame, je ne pouvais pas l'inclure dans mon quotient familial. Alors, est-ce que ces 0,3 correspond à madame que je ne peux pas inclure, ou bien est-ce que ça correspond aussi à mon fils? Je pense que moi, j'ai toujours eu mes fils comme 0,5 dans le quotient familial, et puis là, quotient de 1, pour moi, c'est pas réglementaire. On a 3 quotients disponibles. Le 1 qui correspond à une personne seule, le 1,8 qui correspond à un couple marié, qu'on ne peut pas vous octroyer parce que vous n'êtes pas marié, et puis comme l'a dit mon collègue, le 1,3 qui correspond à une personne seule qui tient un ménage indépendant avec un enfant. Okay. Je voulais juste revenir quand même là-dessus pour qu'on connaisse tous les 3 cautions disponibles. Le 1,3, où nous, on ne peut pas vous l'accorder, c'est parce que premièrement, vous ne vivez pas seul. Nous, on est obligé de se tenir à ce qui est officiel et pas à ce qui se passe, je dirais, dans la vie courante et puis peut-être le réel pour vous. Mais pour nous, l'officiel, selon nos registres, c'est qu'on a vous, monsieur Michel, qui vit avec madame. Et puis dans un autre ménage, on a du coup votre compagne et votre fils. Ça, c'est ce qui se passe vraiment pour nous de manière officielle. Voilà. Donc, le critère du 1,3, il n'est pas complété parce que premièrement, vous ne vivez pas seul, vous vivez avec votre maman. Et puis en plus, votre fils, il n'est pas sous vos registres. Nous, je vous dis tout de suite, notre position, elle ne va pas changer par rapport au 1 ou au 1,3 parce qu'on n'a pas de moyen de vous octroyer le 1,3. Même si maintenant on aurait un ménage, vous, votre compagne, votre enfant, le 1,3, il ne serait pas admis non plus parce que vous n'êtes pas seul, même que madame n'a pas de revenus. Le 1,3, c'est un adulte qui partage son logement seul avec un enfant minimum. Seul. Sans compagne, sans parent. Donc je suis contraint en fait d'accepter votre décision de quotient de 1. Sachez seulement que je ne vais pas m'y opposer. Je me suis déjà opposé à la décision de votre collègue de EV, ça m'a coûté 400 francs. Et puis je viens de recevoir 2 ans plus tard une babillarde de 28 pages, genre intelligence artificielle, dans lequel il y a juste un paragraphe qui concerne ma compagne, pour laquelle j'ai fait opposition. Je n'accepte pas votre décision, excusez-moi. Je suis contraint de l'accepter, je vais plutôt le dire. Je ne vais donc pas m'y opposer. Seulement, je vais faire exactement ce que j'ai fait avec le tribunal qui a jugé mon divorce. Ça fait 10 ans maintenant que je suis en procédure. Je vais rendre votre décision publique. À mon avis, c'est le peuple qui décide des lois et la façon dont vous les utilisez, je ne pense pas qu'il sera très d'accord avec. Alors ça, après, c'est vos données que vous rendez publiques. Voilà. C'est de votre... Voilà, vous avez été instruit d'après la loi, vous avez été programmé, si je peux dire, d'après la loi. Et puis, on applique la loi. Voilà, vous appliquez la loi, mais vous l'appliquez sans discernement et vous l'appliquez sans éthique. Et ça, c'est la façon dont on transforme les gens petit à petit en robots pour pouvoir les remplacer ensuite par l'intelligence artificielle, ce qui coûtera encore beaucoup moins cher à l'État. Alors ma foi, soit vous faites preuve d'éthique, soit vous faites preuve de discernement, ou alors vous continuez comme vous faites, et puis ma foi, la société, je ne pense pas qu'elle va pouvoir s'en porter bien. La préposée de l'administration des impôts s'est montrée très magnanime, dans le sens qu'elle m'a fait savoir que j'avais le droit à une réduction de 0,25 sur mon quotient familial si j'en faisais la demande. Or, si j'ai fait opposition, c'est justement parce que ma demande a été rejetée. Elle a réponse à tout, mais de toute évidence, elle se moque du peuple. La question qui suit, c'est comment est-ce que je dois remplir ma feuille d'impôt? Parce que sur ma feuille d'impôt, je devrais pouvoir déduire au moins mon fils. Au minimum, la moitié de votre enfant. Au minimum, la moitié de l'enfant. La moitié de l'enfant, ça veut dire quoi? C'est 0, c'est 0,25. Parce qu'un enfant, il vaut 0,5, donc la moitié 0,25. Selon ce que vous me dites, elle n'aura pas de quotient familial. Parce que
En fait, ce que vous devez faire, pour être honnête, c'est normalement les quotients familiaux des enfants pour un couple de concubins, on les partage. D'accord ? Et puis ensuite, si l'une des deux personnes, soit monsieur ou madame, a 0 francs de revenus, donc elle ne travaille pas, on peut basculer l'autre 0,25 chez la personne qui prend en charge l'entièreté de la famille. Donc dans votre situation, c'est vous. Oui. Par contre, ce sera à vous de le réclamer. Ce sera à vous de dire, écoutez, ma compagne, elle ne travaille pas, elle n'a pas d'activité, c'est moi qui ai assumé l'entièreté du foyer, je veux l'entier du quotient familial pour Sloan. Et la suite du comble, c'est que ma compagne va recevoir une amende pour ne pas avoir soumis sa déclaration d'impôt en 2024 et en 2023, avec une amende de 50 francs pour chacune de ces années, alors qu'elle figurait sur ma déclaration. Et toujours à la suite de ce comble, lorsque nous avons rempli sa déclaration en ligne, donc sur Internet, le programme a refusé de compter ces 2 enfants qu'elle a laissés au pays dans son quotient familial, peut-être parce qu'ils ne vivaient pas sous le même toit, mais ce programme a aussi rejeté les déductions concernant mon fils, en lui accordant seulement un quotient familial de 1, ce qui correspond une fois de plus à une personne célibataire vivant sans enfant. Autrement dit, pour l'administration des impôts, mon fils n'est l'enfant de personne. J'ai néanmoins signé le document qu'elle m'a remis à la fin de la séance, en y ajoutant que le peuple n'avait pas voté la loi pour qu'on l'anéantisse, mais pour qu'il soit défendu et protégé. J'ai aussi rajouté que j'allais rendre cette décision publique, ce qui est maintenant chose faite. Et si vous pensez aussi partager votre opinion sous les remarques, ça fera avancer ma cause. Je vous souhaite bonne chance pour la suite. Vous en aurez tout autant besoin que moi.